Ifriqiya Sport. La planète sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Africain Sport ne font qu'un. Salutations l'Afrique, Salama, Nagadef, Ndjaraman, Ayo, Boto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, la voix africaine faite par des Africains pour les Africains. Mes sœurs et frères, bienvenue dans Ifriqiya Sport, votre émission qui fait rayonner le sport africain dans tous ses richesses et sa diversité. Aujourd'hui, édition spéciale consacrée à la Coupe du Monde du Beach Soccer qui s'est terminée et qui s'est organisée la première fois en Afrique, aux Seychelles. Un grand nombre de participants, une grande première pour nous, où l'Afrique est devenue une terre d'accueil footballistique. Dans cette émission, nous reviendrons sur les moments forts, les performances des équipes africaines et d'autres angles qu'on va développer avec Harouna Dramé, journaliste sénégalais, spécialiste du beach soccer international et bien sûr du beach soccer africain. Pour vous informer, le Sénégal est 4e à cette compétition. Le Sénégal n'a pas été sur le podium, mais le Sénégal n'a pas démérité. Restez avec nous, c'est Ifriqiya Sport, votre émission sur la réflexion sportive africaine. Harouna, il est avec nous. Bonjour Harouna, une analyse sur la participation africaine dans cette édition de Coupe du Monde de beach soccer de la FIFA 2025. Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs d'Afriqiya. À évaluer la participation de l'Afrique à cette édition 2025 de la Coupe du Monde de beach soccer, on peut dire que globalement elle est satisfaisante pour la bonne et simple raison que il y avait le Sénégal, les Seychelles, la Mauritanie qui représentaient le continent africain. Certes, les Seychelles, pays hôtes de la compétition pour une première sur le continent africain, et la Mauritanie n'ont pas pu franchir le cap du premier tour. Ils ont été éliminés en phase de groupe. Mais on retiendra que le Sénégal a quand même réussi à se hisser jusqu'en demi-finale. Malheureusement, il n'a pas pu aller au-delà alors que son objectif était effectivement de conquérir le titre à défaut de jouer la finale. Et au bout du compte, le Sénégal finit 4e en perdant aussi le match de classement. Dans l'ensemble, donc, on peut constater qu'il y a une certaine évolution du beach soccer africain. Une évolution dans le bon sens parce que c'est des novices qui étaient là en dehors du Sénégal. Les Seychelles ont participé à une Coupe du Monde, c'était leur deuxième, mais la Mauritanie était à sa première participation et n'a pas réussi à aller au bout. Malgré tout, ces pays africains se sont bien défendus, ont montré de belles choses durant cette compétition-là, ce qui laisse présager qu'à l'avenir, l'Afrique pourra encore faire plus et mieux dans les éditions à venir. Pour en revenir un peu au Sénégal, qui est la tête de gondole, la tête d'affiche du beach soccer africain, on peut dire qu'il a montré que notre continent évolue dans cette discipline dans le bon sens. Il a réussi à s'imposer face à l'Espagne, face à l'Italie, qui sont parmi les grandes nations du beach soccer mondial. Et je pense qu'à l'issue de cette compétition, dans le prochain classement FIFA qui va sortir dans les jours à venir, on verra que le Sénégal a engrangé de nombreux points et qu'il se retrouvera certainement dans le top 7 ou le top 8 mondial, puisqu'il a déjà réussi à se hisser dans cette compétition-là, dans ce classement FIFA plutôt, dans le top 10 mondial en étant au 10e rang. Et on s'est appelé à évoluer compte tenu des résultats qui ont été réalisés et compte tenu des victoires obtenues dans une compétition si importante face à de grandes nations du beach soccer mondial, de grandes nations européennes qui étaient données favorites de la compétition. Harouna, y a-t-il un impact sur les équipes africaines, le fait que la Coupe du Monde était chez nous? Est-ce que les joueurs étaient motivés par cela? Forcément, le fait que l'Afrique accueille pour la première fois cette Coupe du Monde de beach soccer a eu un impact sur les performances ou la motivation des équipes africaines. Mais je dirais c'est surtout sur la motivation parce qu'en termes de performance, c'est difficile à quantifier ou à évaluer compte tenu du fait que les niveaux ne sont pas toujours les mêmes
par rapport aux participants africains du reste du monde. La Mauritanie, les Seychelles n'ont pas le même niveau de compétitivité sur le plan mondial que le Sénégal. Mais le fait est que jouer sur le continent a été une motivation supplémentaire. Pour vous dire, le Sénégal a bénéficié de l'appui du peuple seychellois. On a même vu à la veille de la demi-finale contre l'Italie, effectivement, le président seychellois se rendre visite à l'équipe du Sénégal à l'hôtel à la veille de match et ensuite venir au stade avec tout le public seychellois pour appuyer, soutenir cette équipe du Sénégal. On peut même dire que durant tout le tournoi, le Sénégal a joué comme s'il était à domicile, puisque après le premier tour, l'élimination des Seychelles et de la Mauritanie, qui étaient les deux autres pays africains qui ont bénéficié de l'apport du public, tout le public seychellois s'est mobilisé derrière le Sénégal. C'est comme si le Sénégal était donc l'ambassadeur de toute l'Afrique, effectivement, dans le concept de haut niveau de ce genre de compétition. Le pays hôte s'est transformé en ce 6e homme pour l'équipe du Sénégal, ou en tout cas ce qu'on appelle ici le 12e Gaïndé, c'est-à-dire la floraison, les supporters, les inconditionnels qui sont derrière l'équipe nationale. Et tout ce public-là a joué son rôle, sa partition, a essayé de pousser le Sénégal à la victoire. Bon, malheureusement, on n'a pas été au bout. Mais en tout cas, on s'est senti, on a vu, c'est comme si le Sénégal était à domicile. Le Sénégal s'est senti au Seychelles comme chez lui. Le public a donc joué dans la motivation. Je donnerai juste l'exemple du deuxième match de la Mauritanie, où à un moment donné, on a entendu le public scander, appeler Mauritania, essayer de pousser les Mauritaniens à la révolte. Et ça, c'est hyper important quand vous êtes dans des compétitions pareilles, de voir que le public colle, vous accompagne, essaie de vous aider à vous surpasser, à vous surmotiver et à réaliser une performance pour obtenir un résultat. On a toi qui as connu d'autres compétitions, quelle image a donné l'Afrique en organisant cette Coupe du Monde aux Seychelles? L'image que le continent africain a donnée durant cette Coupe du Monde, c'est celle d'un continent qui avance, qui progresse, qui sait organiser les grands événements mondiaux. L'organisation a été parfaite, le stade où s'est déroulée la compétition a été à la hauteur en termes d'aménagement, en termes de commodité. Le public a été là, donc ça a été une belle fête populaire avec énormément de public à chaque match, et surtout côté organisation, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse reprocher aux Seychelles. Donc à Victoria, tout était parfait. Je pense là l'Afrique a vraiment marqué des points parce que ça a montré à la FIFA, au reste du monde, que les Africains sont aussi capables d'accueillir de grands événements, sont capables d'organiser des compétitions aussi relevées qu'une Coupe du Monde. Certes, on ne parle que du beach soccer, donc c'est un peu réduit parce qu'il y avait 16 équipes pour cette compétition-là. Mais sur le plan de l'accueil, des hôtels, du transport, de la gestion des flux, de la gestion sécuritaire, de l'organisation globale, on peut dire que l'Afrique a réussi le pari. Les Seychelles ont été à la hauteur, ont montré qu'ils sont capables justement de relever le défi et de hisser l'Afrique et son image au plus haut niveau. Donc forcément, on ne peut que s'en réjouir et penser que pour nous autres Africains, c'est une belle fierté, une grande fierté de constater que le pays africain a été capable d'organiser une compétition de cette nature-là et de réussir le pari. Aussi, ce que on retient sur la participation du Sénégal, on aimerait bien que tu nous parles de cette participation sénégalaise. Ce qu'on retient du parcours du Sénégal, c'est qu'il a été quand même un beau parcours. Le Sénégal a gagné quasiment tous ses matchs, excepté cette demi-finale et ce match de classement-là. Le Sénégal a fait le carton plein au premier tour en décrochant 3 victoires en temps de sortie. En quart de finale, le Sénégal a réussi à sortir une grande nation européenne, l'Espagne, qui quand même était un des favoris de cette compétition. Malheureusement pour le Sénégal, en demi-finale contre la Biélorussie, ça n'a pas été tout à fait ça. Et ça a été consacré par une défaite, et le match de classement aussi perdu contre le Portugal.
Je pense que c'est un peu des regrets, mais la participation sénégalaise a été très honorable. Je pense que ce qu'on retient, c'est un parcours exceptionnel. Être demi-finaliste de Coupe du Monde n'est pas donné à toutes les sélections, et surtout pas aux sélections africaines. Et le Sénégal l'a réussi pour la deuxième fois après 2021. Je pense donc que les Sénégalais sont fiers et très satisfaits du parcours de leur équipe. Et les Africains, en général et globalement, peuvent être fiers de ce parcours-là. On espère que lors des prochaines éditions, on fera encore mieux et que l'Afrique ira encore plus haut au niveau du tableau du classement. Et bon, on croise les doigts en tout cas et on espère que l'avenir puisse être encore plus radieux. Comment le Sénégal a bâti cette équipe forte et conquérante au niveau international? Je pense que le Sénégal a bâti son équipe autour d'une certaine solidité au niveau défensif et d'une certaine efficacité. C'est la solidarité qui a été le point fort. Cette équipe a été vraiment très solidaire avec un groupe soudé, des joueurs qui en voulaient, des joueurs qui avaient de l'ambition et qui quelque part ont réussi à transmettre ces valeurs-là au public sénégalais, aux Africains en général, et nous ne pouvons que nous en réjouir. Je pense donc pour le Sénégal, pour l'Afrique, c'est très important de voir qu'il y a des équipes africaines qui, à un moment donné, sont capables aussi de rivaliser avec les meilleurs au monde. Et c'est en ayant des principes, en ayant une certaine force mentale, une force collective qu'on arrive à réaliser ces performances-là. Et puis avoir une certaine organisation. Et je pense que le Sénégal a su tirer les enseignements, les leçons de précédentes participations à des compétitions de haut niveau comme la Coupe du Monde pour pouvoir corriger et rectifier le tir et pouvoir accéder à ce niveau-là de compétitivité au plan mondial. Pour toi qui suis vraiment cette équipe sénégalaise, qui sont les meilleurs joueurs de cette équipe des Lions de la Teranga? Je pense que Mamadou Sylla, Sanoula Nyon et Mamour ont été les joueurs qui ont vraiment marqué les esprits, en plus du deuxième gardien, parce qu'on connaissait bien Alseynou Ndiaye, qui est gardien de l'équipe nationale du Sénégal titulaire, qui a été parmi les meilleurs gardiens du monde du classement de la FIFA, qui je pense a même été 3e mondial au niveau des gardiens. Mais on a découvert cette année-ci Ousseynou Faye, la doublure de Alseynou, qui est arrivé en équipe nationale cette année, juste à la veille de la dernière CAN, qui a montré qu'il est à la hauteur, qu'il est capable de prendre le relais, parce que Alseynou n'est plus très jeune. Il en est déjà à 5 Coupes du Monde discutées, il est très proche de la retraite. Mais la relève est assurée. Ousseynou Faye a montré qu'il a les capacités et le talent justement pour prendre la relève. Donc j'ai parlé de Sylla, de Magnon, donc c'est des jeunes sur lesquels le Sénégal doit pouvoir compter justement pour assurer la relève et être encore présent au très haut niveau dans les prochaines éditions de la Coupe du Monde. On parle de joueurs, mais est-ce que tu vois pas que le sélectionneur a apporté son expérience, le fait que lui, ça fait des années qu'il est dans ce sport-là, dans cette discipline-là? Il faut dire que le sélectionneur aussi, Ngala Sylla, a joué sa partition. C'est un entraîneur assez expérimenté qui a déjà mené le Sénégal à plusieurs Coupes d'Afrique et à plusieurs Coupes du Monde. Il était parti avant de revenir au pays. Le Sénégal, la fédération allait le chercher pour le ramener, lui redonner l'équipe nationale. Il a joué sa partition lors de cette Coupe du Monde-là. Grâce à lui, l'expérience qu'il a du banc a permis au Sénégal de gérer parfois les moments difficiles, parce qu'une équipe, c'est des moments forts et des temps faibles. Et durant ces temps faibles-là, à un moment donné, on a vu qu'il a vraiment joué sa partition. Il a coaché son équipe, ce qui a permis à cette équipe du Sénégal-là de tenir le bon bout et de s'en sortir. Malheureusement, ça n'a pas suffi puisque l'objectif qui était de jouer une finale n'a pas été atteint. Mais le fait est que sur l'ensemble de la compétition, sur l'ensemble du parcours, on est très heureux de voir que cette équipe du Sénégal là, quand même, est capable de tenir la dragée haute et de venir à bout des meilleures nations du monde dans le beach soccer. Pour toi, qui a été le meilleur joueur, Harouna, dans ce tournoi? Pour moi, le meilleur joueur, il est sénégalais, c'est Sylla, Mamadou Sylla. Je trouve que c'est un joueur très complet qui a été extrêmement efficace, extrêmement important dans le dispositif du Sénégal. Je
Je pense donc, de mon point de vue en tout cas, c'est le meilleur joueur africain dans ce tournoi-là. Ça n'engage que moi, mais bon, donc on peut-être trouveront d'autres joueurs qui ont été vraiment à la hauteur, comme Magnon Laikao qui a été excellent aussi. Mais moi, je pense que s'il a vraiment, on peut dire que c'est l'avenir, c'est le talent à l'état pur. Donc c'est un joueur qui va certainement dans les années à venir marquer le beach soccer africain mondial. Et en tout cas, le beach soccer sénégalais est en train de tracer son sillon pour laisser une place indélébile. Donc oui, si on me demandait le joueur africain sur cette édition 2025 qui a marqué les esprits, ben je le citerai volontiers, Mamadou Sylla. C'est vraiment mon point de vue sur le sujet. Quel joueur a un fort potentiel ou quel joueur à suivre? Donc c'est vraiment Sylla qu'il faut suivre. C'est ce jeune talent africain qui s'est révélé durant ce tournoi qu'il faut suivre de très près. L'autre talent, c'est Mohamed Diallo de la Mauritanie. Je pense que lui aussi c'est un jeune qu'il faut suivre, qui pourrait sur les années à venir montrer quelque chose d'assez important, un développement assez rapide qui pourrait vraiment configurer ou présager d'un futur pour lui dans le beach soccer au plus haut niveau. Je l'ai vu talentueux, je l'ai vu pétri de qualité, excellent sur le sable, un peu à l'image de Sylla côté sénégalais. Donc ces deux joueurs-là, je pense qu'on peut dire qu'ils ont été parmi les révélations du tournoi, même si le Sénégalais allait encore plus loin en accédant jusqu'en demi-finale. Donc oui, l'avenir est, de mon point de vue, s'annonce sous les meilleurs auspices, sous les meilleures couleurs pour le beach soccer africain, qui, disons-le, pourra compter parmi les destinations futures du sport mondial. Je pense que dans les années à venir, on ne devrait pas s'étonner de voir un pays africain ou plusieurs pays africains disputer des demi-finales et des finales de Coupe du Monde de beach soccer et éventuellement voir un pays africain sous peu gagner une Coupe du Monde. Est-ce que tu ne penses pas que des clubs internationaux vont recruter du cru africain après cette participation? Ben certainement, à chaque compétition, il y a des joueurs qui attirent les regards des clubs étrangers. On a vu Alseyni Ndiaye, par exemple, il y a 6 ans, faire une très belle performance en Coupe du Monde et se retrouver en professionnel en Allemagne, évoluer dans le championnat allemand pendant quelques années. Donc oui, je suis sûr qu'il y a des superviseurs, des recruteurs, des agents qui étaient là, qui ont dû voir des joueurs qui leur ont tapé à l'œil, des joueurs comme Sylla, comme Magnon, comme Seynou Faye, le gardien sénégalais, comme Zoubeida de la Mauritanie, comme Mohamed Diallo de la Mauritanie aussi. C'est des joueurs qui ont peut-être marqué les esprits. Il y a un joueur Chéchelois aussi que j'ai vu qui, me semble-t-il, devrait pouvoir prétendre à un jour peut-être évoluer à un meilleur niveau. En tout cas, c'est des joueurs qui forcément ont dû attirer l'attention des grands clubs étrangers. Maintenant, le beach soccer, c'est un peu différent du football classique. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui bougent entre les continents. Chacun joue sur son continent parce que la plupart des joueurs européens qui sont dans les clubs là ne sont pas des étrangers, c'est des Européens en général. Chacun joue quasiment dans son pays, dans son championnat. Il n'y a pas encore cette vague de transfert de joueurs d'un continent à un autre, où on constate que des joueurs, les meilleurs en Afrique par exemple, aillent jouer en Europe comme c'est dans le football classique, ou les meilleurs en Asie qui viennent jouer en Europe. C'est pas encore le cas, mais je pense qu'on ne devrait pas tarder à voir les choses évoluer pour que des joueurs africains aussi ou d'autres continents puissent devenir professionnels en Europe. Bon, je pense qu'on est vraiment en bonne voie d'arriver à ce stade. Aruna, une question qui m'intrigue et je pense que tous les auditeurs de Ifriqiya FM la posent. Est-ce que tu penses que le beach soccer, on peut vivre de ce sport-là en Afrique actuellement? Le beach soccer, à vrai dire, je ne pense pas qu'il permette aujourd'hui à des joueurs africains de vivre de ce sport-là, parce qu'on est encore à l'état d'amateurisme. Vous prenez le cas du Sénégal, qui est la nation la plus avancée sur le plan du beach soccer continental, en termes d'organisation, en termes de structuration et tout. Mais le football du beach soccer est encore amateur. Les joueurs ne sont pas des salariés et tout.
Donc ils sont obligés de pratiquer d'autres activités pour pouvoir vivre, de continuer à pratiquer le sport et vivre décemment leur vie. En Europe ou ailleurs, les joueurs sont peut-être salariés, payés, mais en Afrique c'est pas encore le cas. Donc on ne peut pas dire que vraiment le beach soccer fasse vivre les joueurs africains. Tel n'est pas encore le cas. On espère dans les années à venir, avec toutes les performances qui sont réalisées, l'organisation qui se met en place, qu'on arrivera à une période ou une époque où le beach soccer africain sera professionnalisé et que les joueurs pourront vivre et gagner de l'argent en pratiquant ces disciplines-là. Je l'ai dit tout à l'heure, Alseni Ndiaye pour pouvoir s'en sortir à un moment donné, était parti s'expatrier, être professionnel en Allemagne pendant quelques années, où il était payé et tout. Mais au Sénégal, les salaires, s'ils existent, sont dérisoires. Donc, c'est plus des primes de match qu'autre chose que les joueurs touchent. Et même là, c'est vraiment pas, on peut pas appeler véritablement des primes de match à la hauteur. C'est pas beaucoup d'argent. Il n'y a pas d'argent encore dans le beach soccer africain. Et le professionnalisme en Afrique, est-ce qu'on peut voir des championnats professionnels? Est-ce qu'on peut voir un championnat qui se professionnalise? La structure professionnelle, elle n'existe pas tout simplement en Afrique. Ce n'est pas encore le cas. On n'est pas encore suffisamment organisé pour y arriver. Des pays comme ceux du Nord essayent de mettre les choses en place, un peu l'Afrique du Sud. Mais pour le reste, en Afrique, au sud du Sahara, ce n'est pas le cas. C'est plus des primes de victoire, des salaires, un environnement professionnel. On en est encore loin. On en est qu'en fait qu'au premier balbutiement. Et je pense qu'il y a encore énormément de travail à faire, beaucoup de sensibilisation à faire et puis des jalons encore à poser pour aller de l'avant et permettre d'arriver à une structuration plus professionnelle pour les joueurs de beach soccer en Afrique. Mais au jour d'aujourd'hui, on est encore loin de cela. Quelques pays essaient de faire quelque chose dans ce sens-là. Mais le rythme avance très lentement et les moyens qu'il faut, les moyens nécessaires pour justement professionnaliser et bien traiter les joueurs ne sont toujours pas encore en place. Des joueurs africains, on peut les voir, on va dire sur la scène internationale. Évidemment, il y a quelques joueurs, je dirais pas beaucoup, quelques joueurs africains qui ont réussi à percer sur la scène internationale en devenant professionnels, particulièrement en Europe et un peu en Asie. Mais c'est encore très relatif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas encore cette vague de migration, ces mouvements de joueurs comme on le constate dans le football classique, dans le beach soccer. C'est un ou deux joueurs très rarement africains qui réussissent à franchir le pas, à crever le plafond de verre et à se retrouver professionnel pendant quelques années en Europe. Aujourd'hui, on est encore vraiment très très loin de ce qu'on pourrait appeler le marché des transferts dans le football professionnel vers l'étranger pour les joueurs africains. Donc c'est pour vous dire que vraiment il y a du boulot, il y a du travail à faire. Il y a énormément d'investissements à consentir et puis une certaine évolution qui doit s'opérer et qui n'est pas encore en place. Donc oui, il y a quelques professionnels mais très rares. Aruna, que manque au beach soccer africain? Ce qui manque pour permettre aux joueurs au beach soccer africain de franchir un cap en matière de professionnalisation, c'est justement les moyens financiers, les moyens humains pour structurer, organiser tout ça, mais surtout les moyens financiers pour justement, à travers le sponsoring et autres, professionnaliser la discipline, instaurer des salaires qui permettent aux joueurs de gagner décemment leur vie et de vivre de ce sport-là. Et bon, je sais que c'est pas toujours facile parce que nos fédérations, nos pays sont confrontés à énormément de difficultés qui font que même les besoins cruciaux, les plus importants ne sont toujours pas encore couverts. Et donc, les États ont d'autres priorités, les fédérations n'ont pas suffisamment de moyens, les moyens disponibles sont captés par le football classique, par les équipes nationales, le développement du football classique, au point que c'est difficile pour ces fédérations-là, ces instances sportives, ces pays, de pouvoir injecter assez de moyens, assez de ressources sur le beach soccer pour le développer davantage. Et c'est d'autant plus difficile que les partenaires ne collent pas. Il n'y a pas beaucoup de sponsors dans nos pays africains qui vont mettre le sous dans le beach soccer. Et c'est ça qui fait défaut justement pour permettre à notre beach soccer de franchir un cap en matière de professionnalisation.
Espérons qu'avec les nouvelles vagues, les nouvelles générations qui arrivent, et puis l'évolution du monde d'aujourd'hui, ce cap soit franchi, que les sponsors, les partenaires puissent être là, présents, accompagner le beach soccer africain pour les faire franchir ce cap-là. Mais le constat, il est là. C'est un manque, c'est quelque chose qui fait défaut. Et on espère simplement que ceux qui sont censés tirer vers le haut vont réussir à le faire, de permettre le développement du beach soccer africain et son évolution vers le professionnalisme. Est-ce que tu peux nous donner une conclusion, Aruna? Ma conviction est que l'Afrique, c'est l'avenir du beach soccer mondial. Vous savez, on a un énorme dividende démographique. Il y a l'Afrique, la population est extrêmement jeune. Les moins de 25 ans représentent aujourd'hui quasiment 70% de la population globale du continent. Et on a de très longues plages, des kilomètres de plages, des étendues sur l'Atlantique, sur l'océan Indien, l'océan Pacifique, la Méditerranée. Donc forcément, il y a des possibilités énormes pour ces pays africains-là de développer ces disciplines. Et en dehors de ça, le beach soccer se pratique sur le sable. Pas forcément le sable au bord de la mer, mais le sable de dune. Vous pouvez faire du beach soccer dans le désert mauritanien, au Mali, au milieu de nulle part, au Sénégal, au milieu de nulle part, en Algérie, en Tunisie ou ailleurs. Dans beaucoup de pays africains, même des pays qui n'ont pas de côte, peuvent aménager des plages, plutôt des terrains de beach soccer, parce que c'est que du sable. Donc quelque part, on l'appelle beach soccer parce que c'est né autour de la plage. Mais en réalité, c'est un sport de sable. C'est pratiquer du football sur du sable. Et là, l'Afrique a vraiment une côte d'avenir. L'Afrique est pour moi le continent de l'avenir à cause de la jeunesse de sa population, à cause du penchant sportif de nos jeunes, de notre population. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que le continent africain est le mieux loti comparé aux autres et que peut-être le futur du beach soccer mondial, c'est en Afrique qu'on va le retrouver. Et on croise les doigts, on espère que nos dirigeants, nos pays sauront utiliser au mieux cet outil qui est le beach soccer, cet objet capable de mobiliser des milliers et des milliers de jeunes le long des côtes africaines ou dans l'Interland pour permettre le développement du beach soccer et la réalisation de performances de haut niveau dans un futur pas très lointain. Merci Aruna. Un dernier mot, si tu veux rajouter quelque chose? Et le dernier mot pour moi, c'est d'encourager ces jeunes, d'encourager nos sélections qui ont été à la Coupe du Monde, leur dire que l'Afrique est fière de leur parcours, de leur participation, et fière d'avoir vu leur engagement. Le mot aussi, c'est de dire à la jeunesse africaine qu'elle doit prendre son destin en main, savoir que l'Afrique a un vivier et l'Afrique est un grenier, et qu'ils doivent, c'est à eux de prendre leur destin en main et puis de porter très haut le beach soccer, le sport africain en général. Et aux dirigeants sportifs du continent, c'est de leur dire que c'est à eux de mettre les dispositifs, la réglementation, de trouver les moyens pour permettre à ces jeunes-là de pouvoir pratiquer et vivre de leur sport. Et donc, ils doivent non seulement trouver les moyens financiers en mettant à côté aussi les ressources nécessaires pour une organisation optimale, mais aussi ils doivent accompagner ces jeunes-là du continent à aller de l'avant pour que l'Afrique devienne le demain la place forte du beach soccer mondial. Donc, je vous dis à très bientôt et puis ñu yandu ci jàmm ci ñi ñuy déglu ñëpp jërë ngeen jëf yéen ñëpp. On remercie Aruna Dramé de sa gentillesse, de sa participation avec nous. Voilà qui met terme à cette émission spéciale d'Ifriqiya Sport consacrée à l'Afrique et à la participation africaine à la Coupe du Monde de beach soccer. L'Afrique montre qu'elle pourrait accueillir aussi de grandes compétitions et jouer un rôle central dans l'organisation sportive. À très bientôt. On vous aime. Et vive l'Afrique, et on n'oublie pas de saluer tout le peuple africain par rapport à la journée internationale de l'Afrique qui s'est passée la semaine passée. Mais on n'oublie pas l'Afrique, vive l'Afrique et l'Afrique aux Africains.